travaille avec des gens, des avocats hyper intéressants et hyper à la pointe de ce que tu peux faire, qui sont dans les mêmes démarches que nous et dans la même idéologie, où on essaye de créer et en fait de mélanger toutes les idées et donc de faire des sociétés en self-custody. C'est un concept incroyable. En gros, de ton BSAR à ton IPO, on peut t'accompagner. Ok. Et que ce soit en equity, en token, en obligation, en NFT, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ok. Et nous, après, on maîtrise le cadre dans lequel tu pourras le faire. Parce que ce qui va changer, c'est est-ce que tu es privé, est-ce que tu es public. Je veux que la liberté d'entreprendre redevienne la liberté d'autodétermination. Ah ouais. Aujourd'hui, je trouve que dans notre société, la liberté d'entreprendre a complètement écrasé la liberté d'autodétermination. Salut à tous, aujourd'hui sur Crypto Coulis, je reçois un ancien producteur, Andrea, salut. Salut Gary. T'es CTO de Kamea Labs. Exactement. Tiens, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Andrea Vistoli, je suis donc effectivement un ancien producteur de films nommé aux Emmy Awards. Et aujourd'hui, je suis cofondateur et CTO de Kamea Labs, qui est donc une société qui réinvente les flux financiers au prisme de la self-custody. Et donc, on vient intégrer des technologies blockchain dans les schémas financiers classiques. Et ça a pour vertu de un peu les révolutionner. Et pour faire très simple, ça permet de faciliter la distribution auprès du retail market, donc des citoyens, voilà, des gens comme toi et moi, qui ne sommes pas des investisseurs accrédités ou professionnels. Et donc, il y a toute une myriade de produits financiers qui ne nous sont pas accessibles. Et l'idée de Kamea Labs, c'est de créer un peu la banque d'affaires, l'auto-banque d'affaires du retail de demain. Donc, c'est un long parcours technologique et réglementaire, mais voilà, c'est notre mission qu'on s'est donnée avec mes cofondateurs André Dibé et Sébastien Choucroune. Yes. Alors moi, de ce que je l'ai compris, c'est que en tant que particulier, aujourd'hui, si tu veux investir dans une boîte non cotée, c'est un peu la croix et la bannière, il faut mettre beaucoup d'argent. Et donc là, l'idée, c'est avec un petit budget, entre guillemets, tu peux investir dans une société non cotée et acheter du capital, en fait. Exactement, ouais. L'un des premiers marchés ou schémas ou flux ou problèmes, ça dépend comment on voit les choses, auxquels on s'adresse, c'est donc l'accès au marché privé et aux ventes primaires de sociétés non cotées. Donc pour le dire autrement, c'est investir dans des startups ou dans des projets crypto. Et donc effectivement, c'est un des premiers constats qu'on avait fait à la création de Kamea Labs, c'est que c'est extrêmement compliqué de rentrer dans des deals. Ouais. Donc principalement parce que c'est pour protéger l'investisseur moyen, mais c'est un cadre réglementaire qui est très très vieux. Et nous, on pense qu'il faut le dépoussiérer parce qu'on rentre dans une ère où il n'y a pas de raison que le citoyen ne soit pas capable de choisir où est-ce qu'il investit, surtout aujourd'hui avec les thématiques sociales, voilà, à la veille des élections. À un moment, on peut voter dans les urnes, on peut aussi investir dans les projets dans lesquels on croit. Et nous, on pense que ça, c'est important de démocratiser ça. Ok, alors on reviendra après un peu sur ton passé de producteur, parce que je trouve ça marrant. Mais déjà et d'ailleurs, dans l'épisode, on va parler aussi de l'écosystème Polkadot, où tu es pas mal impliqué. On viendra sur ce sujet-là si on a un peu de temps. Okay. Mais déjà, pour revenir sur Kamea Labs, je trouve ça intéressant. Comment vous avez lancé la boîte? Comment vous avez eu l'idée? Vous avez levé des fonds d'ailleurs Alors, pour faire un historique un peu rapide, la boîte, elle commence parce que je rencontre André dans le cadre d'un mariage improbable. On était tous les deux la pièce rapportée dans la province de Tours sur un mariage de longue durée. Et ça s'annonçait comme... non, mais c'était une semaine d'événements et de mariage et tout. Et au bout du premier jour, j'étais un peu triste. Puis là, du fond de l'oreille, j'entends un gars qui dit si, il réserve, c'est un stablecoin, mais il est backé par des actifs réels dans des pools. Et donc, je le vois expliquer ça à une tante qui doit avoir 65 ans et qui est encore en train de compter en francs. Et je lui dis toi tu vas être mon copain là pour le week-end. Et en fait on s'est bien apprécié. Lui il avait envie de monter une société et moi donc je sortais de la production audiovisuelle. Je venais de découvrir il y a 2-3 ans les systèmes d'information blockchain et j'avais la certitude que c'était le système d'information du futur et d'une nouvelle société et que de par mon travail de producteur, c'était un peu ma volonté d'aller dans le sens de cette nouvelle société plus vertueuse. Et donc là, on est courant... Parce que on est en 2021. Là. 2021, parce que tu as arrêté la production visuelle avec le Covid. Oui, c'est ça. Entre 2018 et 2021, j'ai progressivement arrêté. Je me suis de plus en plus passionné pour la crypto. J'ai aussi fait des culbutes sur le marché. Bon, voilà. Ouais. Et donc, ça m'a favorisé la transition. Des belles culbutes, j'imagine. Voilà, exactement. et donc, en fait, on s'est réunis sur cette envie
envie-là de faire quelque chose dans la blockchain. Okay. Et le premier truc qu'on voulait faire, c'était ce qu'on faisait déjà, mais ça, il ne faudra pas le dire à l'AMF, c'est qu'on aidait nos copains à investir eux aussi. Et donc, voilà, c'est très naturel, tu le fais pour ton papa, tu le fais pour ton frère, tu vas le faire pour ton meilleur pote, qui va le dire à l'autre, qui est machin et tout. Mais via son compte, en général. Et puis voilà, en général via son compte, et donc sur des méthodes qui n'étaient pas forcément les plus pratiques ni les plus légales. Ouais. Et donc on s'est dit, vas-y, on va monter une société qui va faire ça. Et en fait, on est rentré dans un très long parcours initiatique réglementaire. On a compris que non, l'idée n'était pas possible. Faire de la distribution de stratégies financières auprès du retail market comme ça, un peu comme dans ton garage, comme le ferait une start-up dans la tech, c'était inenvisageable. Et donc, en gros, on a beaucoup travaillé le cadre réglementaire. On a, au début, cherché vraiment une solution pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, très concrètement, un fonds d'investissement qu'on ouvrait à nos potes, quoi. Parce que quand tu me dis ça, moi, je pense à un SPV, du coup. Alors, SPV c'est Special... Special Purpose Vehicle. Ouais. Donc, c'est une solution, un billet pour permettre l'investissement groupé du retail, mais le SPV a énormément de contraintes. Ok. SPV, c'est mono-asset. Le SPV, il y a des notions de gouvernance qui sont très lourdes, très compliquées. Ouais, c'est un truc de Bitcoin maximaliste, quoi. Genre. Enfin, je veux dire, c'est un truc, si tu vas acheter que du Bitcoin, tu pourrais via un SPV, par exemple, ou parce que c'est mono-asset. Ah non, mono-asset dans le sens le véhicule ne pourra faire qu'un deal. Ah, ok. Tu peux pas dire, on est une centaine d'actionnaires, on se met ensemble, on met l'argent en commun, puis on va faire 20 deals ensemble. Là, t'as un fonds d'investissement. C'est un deal. Voilà. Okay. Et donc, le SPV va te permettre de créer une structure qui ressemble à un fonds d'investissement dédié à une seule opération financière. Et donc, c'est intéressant ces modèles-là parce que, si tu veux, c'est la fissure dans le barrage. C'est-à-dire que c'est la méthode qu'a trouvé le retail pour aller rentrer dans les deals privés. Sauf que c'est quelque chose d'organique, on va le dire avec même, c'est mal branlé, les SPV, surtout quand c'est derrière une SAS. Et donc, il y a tout un tas de problèmes de double imposition, de lourdeur de gouvernance, je l'ai dit et tout. Et donc, nous, le SPV, on avait tout de suite identifié ça comme quelque chose de pas bien. On en avait fait un quand même pour découvrir et tester l'appétit du marché retail sur des investissements comme ça. Et on a bien compris que c'était très très compliqué. En tout cas, que c'était pas la solution du futur et que la blockchain devrait pouvoir permettre d'aller plus loin que ça. Et donc, pour fast-track un peu le parcours de Kamea Labs, à un moment, parce que moi je suis dans l'écosystème Polkadot et que sur Polkadot il y a tout un tas de features rigolotes qui sont sur les blockchains de manière basique, quoi. Le concept de palettes comme des smart contracts, mais ils sont intégrés aux chaînes, accessibles à tout le monde et déployés de base. Donc ça appartient à rien. Et donc ça permet d'ajouter beaucoup de logique sans passer par des smart contracts, mais directement intégrés dans les runtime de la chaîne. C'est-à-dire, pour comprendre, c'est-à-dire que en fait, c'est des templates de smart contracts, c'est-à-dire que c'est des actions qui sont déjà un peu toutes précodées. Ouais, tu peux voir ça comme ça. En gros, tu as le Polkadot SDK, c'est une blockchain complète, avec tout qu'il faut dedans, et toutes les logiques et les process habituels d'une blockchain qui sont directement intégrés à la blockchain. Donc c'est comme si Ethereum venait déjà avec une eSwap intégrée. Pour faire très très simple. On n'est pas là-dedans, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que tu as vraiment un panel d'outils, et l'un de ces outils, c'est... Un peu comme OpenZeppelin d'ailleurs, sur Ethereum peut-être un petit peu, sauf que ça c'est pour faciliter le transpilage, le transcodage, les trucs. Mais on est un peu là-dedans. Ça va te permettre de base d'avoir toutes les features nécessaires pour run une blockchain. C'est un template. C'est token, c'est vraiment ça. C'est le Polkadot SDK. NIR l'utilise par exemple, tu vois, et tout NIR c'est le Polkadot SDK aussi. Et donc à l'intérieur de ça, tu as une palette, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui s'appelle la palette proxy, et qui fait qu'en une transaction très simple qui coûte 10 centimes, tu peux déléguer le contrôle de ton wallet à quelqu'un d'autre. Et puis, ça a une certaine granularité sur ce que tu peux faire avec le wallet, mais de base, c'est pas énorme. Mais en gros, moi, je jouais à ça, en fait, c'est comme ça que je faisais mes trucs, je gérais les wallets des gens depuis mon wallet. Une sorte d'account abstraction, finalement. Ouais, en fait, c'est plutôt une forme de copy trading. Copy trading. Voilà, mais en vrai, non, c'est juste de la délégation de contrôle. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un mandat de gestion sur leur portefeuille. D'accord. Sauf qu'il est une force on-chain, quoi. C'est la chaîne qui m'autorise à faire ou pas des actions. D'accord. Et en fait, très... hasardeusement, je suggère mon schéma aux avocats et je leur dis depuis le début vous nous parlez, donc il y a des contraintes avec les dépositaires, avec les brokers, c'est très complexe comment la finance traditionnelle est structurée, chaque rôle est extrêmement borné, pour éviter les conflits d'intérêts, les choses comme ça et tout, et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un des partenaires de la chaîne de valeur de la finance primordiale aujourd'hui, c'est le dépositaire ou le custodian. C'est pas exactement la même chose, mais bon, pour simplifier ça, donc c'est celui qui va détenir tes titres, tes actifs en ton nom.
et qui va mener des opérations au nom de celui qui gère la stratégie, qui n'a pas le droit d'être ton dépositaire parce que conflit d'intérêts et tout. Et donc voilà, il y a ce partenaire-là. Et pour faire simple, à notre époque, en crypto en France, il y avait personne qui pouvait être techniquement dépositaire crypto. Il y en avait peut-être un ou deux, mais qui étaient beaucoup trop gros pour nous et qui n'auraient jamais discuté avec nous. Et donc on a fait là cette contrainte de, les gars, si vous voulez faire votre truc, il va falloir un dépositaire crypto qui accepte les cryptos. Quand tu dis dépositaire, donc c'est la personne qui détient entre guillemets les titres. C'est ça, d'ailleurs, quand tu es chez Boursorama et que tu achètes des actions, c'est pas Boursorama qui les garde, ils ont un dépositaire qui va garder les comptes pour eux, et c'est extrêmement régulé, les relations entre ces différents partenaires, et voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs avec Nicolas Louvet de CoinNow, c'est vrai que dans la crypto, il n'y a pas cette segmentation, c'est-à-dire que par exemple les plateformes d'échange, elles sont à la fois dépositaires des tokens, et en même temps c'est elles qui vont te permettre de faire le trading. C'est un peu... oui, c'est parce que c'était pas régulé, et qu'il fallait fournir les services, et que... Voilà, Coinbase, Binance, Kraken, Paymium, ils sont arrivés, ils ont fait ça. Mais pour notre aventure, nous, ce qu'il faut retenir, c'est que dépositaire primordial pour faire des opérations financières complexes et dépositaire égal, pas le droit de s'adresser à des citoyens. Okay. Alors que c'est beaucoup plus compliqué de réussir à distribuer tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails. On arrive et on leur dit, voilà les gars, nous on a des wallets qui délèguent à d'autres wallets des trucs. Les utilisateurs, ils sont toujours dépositaires et custodians de leurs fonds. C'est à eux, ils ne font que créer des mandats de gestion avec tout un tas de gens qui vont leur proposer des services de gestion. Et en gros, ils sont partis 2-3 semaines dans leur coin et ils sont revenus et on dit ça marche. A priori, voilà, on trouve pas la contrainte, on voit pas où est-ce que ça bloquerait et tout. Et donc ça, c'est début mi-2022, je pense. Est-ce que vous en êtes tout dans le projet, c'est-à-dire que vous réfléchissez à créer la boîte Camea Labs, ça déjà. Elle n'existe pas encore. On se voit régulièrement. On a quand même engagé les discussions avec des avocats et tout, mais on paye ça sur nos fonds propres. D'accord. Enfin perso. Et voilà, et on identifie ça et on commence à creuser ça. Et en gros, en 2-3 mois, on comprend que c'est révolutionnaire en fait. Parce que ça change tout. Parce que même si en fonction des dynamiques financières, il y avait un besoin d'adaptation de comment on fait les choses pour reproduire les mêmes dynamiques. Très concrètement, aujourd'hui, Camea Labs peut te mettre en place une structure qui reproduit la dynamique d'un fonds d'investissement. Tu peux la distribuer à du retail et il n'y a aucun problème. Et c'est d'autant plus adapté à l'investissement token, puisque, encore une fois, sans entrer dans les détails chiants, mais la cap table dans un token, on s'en fiche, voire même plus elle est grande, mieux c'est. Et c'est l'inverse en private equity. Les bonnes pratiques t'invitent à pas avoir des grosses cap tables parce que des enjeux de gouvernance de la boîte 5 ans plus tard, quand il faut la revendre et qu'il faut changer le pack d'actionnaires et que Jean-Patrick a mis 500 balles et il veut plus venir et tout. Cap table, c'est le montant levé par le fonds. Alors non, cap table, c'est la liste de tes actionnaires. Ok. Donc c'est la table de ta capitalisation. Okay. Et donc c'est tous les gens qui, dans une société normale, ont un droit de vote. Et ce droit de vote, il est immuable, il est encadré par la loi et tout. Okay. Et donc c'est très très sérieux. Et le point qui est critique dans le private equity pour faire rentrer beaucoup d'investisseurs, c'est ça. Parce que 5 ans plus tard, quand le gros fonds d'investissement va rentrer, racheter la boîte 400 millions d'euros, elle va vouloir changer le pacte d'actionnaires. Et s'il y a un seul membre du pacte d'actionnaires qui ne veut pas le changer, il ne se passe rien. Et donc c'est un vrai enjeu de gouvernance et de pas de survie, mais bon voilà, il faut anticiper ça quand on est chef d'entreprise, entrepreneur et qu'on monte sa start-up. Donc aujourd'hui, la bonne pratique, c'est de te dire le moins d'investisseurs possible, parce que moins t'en auras, plus ce sera simple à négocier tes exits et tout ça. Bon bref, nous il s'avère que par exemple sur cet exemple-là, on travaille avec des gens, des avocats hyper intéressants et hyper à la pointe de ce que tu peux faire, qui sont dans les mêmes démarches que nous et dans la même idéologie, où on essaye de créer et en fait de mélanger toutes les idées et donc de faire des sociétés en self-custody. C'est un concept incroyable, mais aujourd'hui en France, rien te force à avoir un compte bancaire quand tu es une société. Et donc on est en train de travailler des schémas où il y a une société, les comptes c'est tous les actionnaires et leur portefeuille à eux. Et en fait, ça te permet de créer une dynamique qui t'exclut des fonds d'investissement. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais tu as 3 points qui te qualifient de fonds. C'est une gestion non discrétionnaire des actifs. Donc, tu fais ce que tu veux et tes clients savent pas ce que tu fais avec. Tu mets en commun l'argent des gens. Et le 3e, tac, je ne saurais plus te dire. Mais en gros, tu as 3 paramètres et si tu arrives à les éviter, tu es en droit de mener des opérations financières sans trop qu'on t'embête.
Voilà, pour faire simple. Et donc l'idée, c'est de ne pas être qualifié justement comme un fonds. Exactement. Ouais. Et donc un des éléments qui ferait que tu ne peux pas être qualifié en fonds, c'est s'il n'y a jamais de mise en commun des fonds. Et donc créer une société dont les comptes, dont la richesse, la valeur, les actifs sont détenus par les actionnaires eux-mêmes sur leur compte à eux. C'est un schéma qu'on n'a jamais vu, qui est complètement ubuesque, qui est complètement en soustraction de la régulation. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas interdit, c'est pas autorisé. Voilà, on est là. Ouais, on suggère quelque chose de nouveau. On suggère. Mais alors, c'est marrant parce que c'est quoi le use case ? Par exemple, je sais pas. Prenons le cas où je vais investir dans une. Je vais te donner un exemple. Ouais. Ce schéma-là, il s'adapte au fonds d'investissement Discord. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. 150 personnes, ou non, 300 personnes pour justement aller au-delà de la limite des 150. Yes. 300 personnes sur Parce que 150, Discord. c'est la limite des SPV, ce que tu disais, ouais. Oui, mais en vrai, c'est un des paramètres, mais en fonction de ce que tu fais avec tes 150 personnes, tu peux quand même être qualifié fonds d'investissement si tu fais une gestion non discrétionnaire, que tu mets en commun les fonds et que tu fais plusieurs investissements de suite. C'est pour ça que la SPV, c'est qu'un investissement. Parce que là, tu as cette limite-là, où fatalement, tu ne peux pas être un fonds d'investissement. Mais oui, un des use cases principaux et des codefs qu'on a en ce moment même, c'est déployer une infra de wallet et éventuellement des legal wrappers en fonction des types d'investissement à ces groupes qui sont formés organiquement avec le Web3 et avec ce que permettait le Medium Token et la simplicité qu'il y avait à s'organiser, gérer sa gouvernance. Et donc vraiment, c'est des fonds d'investissement qui sont sortis de nulle part, qui n'ont même pas conscience, eux, d'être un fonds d'investissement et de faire quelque chose qui est même pas un délit, c'est un crime. Faire un fonds d'investissement, c'est du pénal. C'est vraiment très grave, en fait. Donc, par exemple, tu as un groupe Discord, je sais pas, de 300 personnes qui veut en fait investir dans les NFT de manière générale. C'est ça. Et en fait, ils ont réuni leur argent en commun, c'est-à-dire que... Exactement, sur le même wallet. Sur le même wallet. Et en fait, limite, ils ont des tokens du... Comment ils savent qu'ils ont... La technique classique, c'est qu'il y a un sourceur de deal qui a accès à des deals privés, qui propose ça aux différents membres de la communauté. Ils vont tous mettre en commun leur argent sur un wallet pour ce deal-là. La personne va opérer le deal, et puis après, ils tiennent les comptes et ils se redistribuent les tokens. Ça marche quand même beaucoup à la confiance, parce qu'en vrai, si... Ah, totalement, oui. Si le mec veut partir... l'accès au deal privé étant tellement stratégique pour un investisseur crypto qu'on est prêt à rogner un petit peu certaines... ou à accepter certains risques. Et puis ces groupes-là fonctionnent à la réputation. Donc, ils peuvent toujours exit, mais en général, le sourceur, il prend un cut du volume. Donc lui, son intérêt, c'est de faire un maximum de deals, d'avoir un maximum de gens qui viennent. Et donc, voilà, son enjeu, c'est pas d'aller voler une fois sur un deal, parce que il va prendre entre 5 et 10%, il fait 10 deals, il a pris tout ce qu'il aurait pu prendre sur un deal. Et puis, plus il fait des deals, plus il accède des deals. Enfin bon. Et donc, ces gens-là font des trucs qui sont... Moi, je trouve ça formidable. Ça, c'est de l'autodétermination, c'est de l'auto-organisation. C'est vraiment, on est dans la dynamique des DAO. Il s'avère qu'ils ont un problème, c'est que la justice, aujourd'hui, va les considérer comme complètement illégales et comme des criminels. Que ce soit en France ou à l'étranger. Partout. C'est très, très rare. Enfin, il va y avoir les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et 2-3 trucs comme ça où on va moins te poser de questions, mais globalement, et de toute façon, à un moment, tu poses un problème à tes clients, à toi. C'est-à-dire que tu peux être enregistré aux îles Caïmans, si les gars récupèrent 400 000 balles sorties de nulle part, une structure qui n'est pas censée exister. C'est suspicieux. Ça a posé des problèmes. Donc, nous, on a notre solution permet de fluidifier et de simplifier tout ça. On est capable d'appliquer des politiques LCBFT comme une banque, même au-dessus des banques, parce qu'on fait de la traçabilité on-chain. Donc on est enregistré PESAN. Et là, on est en train de déposer le dossier d'agrément PESAN. Donc normalement, là, c'est aussi pour ça que c'était un peu rock'n'roll ce matin. C'est que on veut le poser avant la fin mai, là, pour pouvoir passeporter le PESAN en MiCA directement. Et donc, nous, une des use cases à nous, c'est que on va être une couche d'abstraction de la régulation pour ces gens-là. Ils vont venir, ils vont changer rien à leur organisation. On va leur déployer éventuellement une infra de wallet où les clients, c'est leur propre wallet. Il n'y a que eux qui ont leur clé privée. C'est sécurisé, ils peuvent sortir quand ils veulent. On fait faillite, c'est quand même leurs assets. Il y a vraiment une ségrégation technique des assets sur la blockchain dans ces cas-là, mais ils vont donner aussi un pouvoir de délégation à un asset manager officiel qui lui aura le droit de faire ça. Et cette personne-là va être capable de mouvementer les fonds de ses clients et donc de les emmener dans des deals privés sur des produits DeFi on-chain.
Tout, n'importe quoi, tout ce qu'ils ont envie, acheter des obligations, faire n'importe quoi. Et après, le use case d'après... Tout ce qui est on-chain, par contre. Ça peut pas être off-chain pour l'instant. Ouais. Si, mais ça va dépendre de qu'est-ce que tu distribues. Si c'est des obligations, zéro problème. Si c'est de l'equity, on va se poser les questions de cap table. Ouais, tu dois KYC ta base client, quoi. De toute façon, on fait de la LCBFT, donc c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et donc ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas il n'y a pas d'adoption massive des produits financiers crypto sans ça. C'est la contrainte. Nous, on se voit en fait comme un tampon, un buffer entre ça et le monde du Web3. Où notre but, c'est de dénaturer du moins possible les valeurs Web3 et les dynamiques du Web3, tout en lui permettant quand même de s'intégrer dans la société civile. Voilà. Alors, juste que je disais KYC, vérification d'identité. Et alors, deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, la première, c'est que pour pas être considéré comme un fonds, tu dois avoir des comptes ségrégés. Donc, c'est-à-dire que chaque utilisateur a un compte séparé. Et du coup, quand tu vas investir dans un token, par exemple, si vous voulez acheter un NFT en commun, mais comment ça marche? C'est-à-dire que si on est 300 dans le groupe, il faut faire 300 transactions pour acheter le NFT. Enfin, comment tu arrives à réunir les fonds pour faire un seul wallet? Et ça, c'est justement quand je parlais d'adaptation tout à l'heure. En fonction de ce que tu veux faire, en fonction de l'opération financière, il va y avoir des schémas différents. Ce que je t'ai décrit là, c'est vraiment plus pour se dire, voilà, on est 400, on réunit chacun 10 000 balles, on a 4 millions de budget, et ces trois-là, ils sont très bons en sourcing due diligence. On va les autoriser à dépenser notre argent sur les 20-25 prochains deals qu'ils vont trouver. Et donc comme ça, toi, tu fais de la diversification sur le marché privé. Eux, ils prennent leur cut, ils fonctionnent comme ils faisaient avant, et tout va bien, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire la même chose en private equity, là, souvent, les entrepreneurs vont te demander d'avoir un legal wrappers, donc une société comme un SPV. Donc c'est là, nous, on a nos solutions à nous qui sont différentes et qui te permettent de garder la self-custody, de créer des véhicules multi-assets, et en même temps de pouvoir rentrer dans ces cap tables, donc dans ces listes d'actionnaires sous une seule ligne. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir une gouvernance qui va s'effectuer au niveau du véhicule, et ce véhicule va voter au conseil d'administration de la société. Donc tu retrouves la même dynamique des SPV, parce que ça sert à ça aussi, un SPV. Ça sert à faire que tu aies 150 actionnaires et qu'une voix. Et comme ça, c'est très rare que dans les 150, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et tout. Et donc, ça vient solutionner le truc. Et de toute façon, tu as une dynamique un peu de délégation des décisions ou de certaines décisions au gestionnaire du SPV. Et donc, ça simplifie ces enjeux-là de cap table, de rachat, d'exit et tout. Mais voilà, nous dans ces cas-là, on a une solution. Puis après, on travaille aussi avec des promoteurs immobiliers qui veulent faire de l'émission de titres financiers en direct. Et donc là, dans ces cas-là, c'est complètement différent. Là, on utilise aussi notre techno de self-custody, aussi avec des mandats de gestion. Mais là, ça va être directement une mise en relation pair à pair entre le promoteur immobilier qui fait de l'émission de titres et donc, par exemple, des obligations rattachées à du real estate, de l'immobilier. Grâce à notre techno, on va pouvoir faire de l'interconnexion directe entre le wallet du client et le wallet du promoteur. Et lui, il va pouvoir collecter les fonds. Il va y avoir un process off-chain qui est l'attribution de l'obligation classique, parce qu'une obligation, c'est régulé, ça passe par certaines règles, mais la distribution de cette obligation, elle peut être faite au retail. Et donc là, l'exemple que je t'ai donné, par exemple, ça remplace la SCI et la SCPI. Tu vois, les sociétés d'investissement, le je ne sais plus à quoi il sert, mais dédiées à l'immobilier. Et en fait, c'est un capharnaüm d'intermédiaires et de structuration pour permettre au retail market de rentrer dans des deals immobiliers, là où quand tu es investisseur professionnel, tu n'as pas ce problème-là, alors que c'est les mêmes enjeux. Aucun investisseur professionnel achète 25 millions d'un coup sur un bâtiment. Ils mettent des petits bouts, puis ils sont pleins. Donc la SCPI te permet de faire ça, mais qu'est-ce qui se passe avec une SCPI? Le promoteur, il sort un produit qui peut faire 14% de rendement l'année. Tu vas avoir un SCPI qui va te prendre des frais de gestion, des frais d'entrée, tu perds 4%. Un CGP qui va distribuer ta SCPI, il va reprendre 2%. Et donc, on a en France aujourd'hui des gens qui créent des produits financiers à 14% de rendement l'année qui sont safe. On ne parle pas de trucs fous, on parle d'immobilier. Et parce que la chaîne de distribution, elle est surcompliquée, et trop d'intermédiaires, ça tombe à 6. Et donc, c'est quand même improbable de se dire qu'on ne pourrait pas interconnecter directement ce retail qui veut financer un projet immobilier et permettre au retail d'accéder à des rendements très très intéressants, à l'entrepreneur ou au promoteur de pouvoir avoir plus de flexibilité et d'être plus efficace. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, le cadre actuel réglementaire, il est comme ça, il est très compliqué parce qu'il a été conçu il y a longtemps, qu'on a essayé de le rabibocher au fur et à mesure, et que ce cadre n'a pas prévu Internet et n'a pas prévu la blockchain.
Ouais. Et la blockchain vient tout changer ça. Alors c'est un peu brouillon, j'en ai conscience, parce que c'est tout notre enjeu, c'est qu'on a trouvé une petite brique, toute bête, qui s'appelle la blockchain, en fait, et qui, utilisée intelligemment, permet de réinventer toute la finance. Ouais. Et donc, la crainte, enfin, l'enjeu de Kamea Labs, c'est de ne pas se perdre dans tout ce qu'on pourrait faire, et d'y aller progressivement. Donc, c'est pour ça que d'amorcer les marchés privés et l'accès aux deals, voilà, c'est simple, c'est facile. Quand tu dis les marchés privés et deals, c'est les private sale. Private sale, ouais. On parle de private sale de token. Les deux. Là, aujourd'hui, on vient de sortir un outil qui te permet concrètement de distribuer de l'equity, n'importe quoi en marché primaire. C'est-à-dire sur sa première vente. Sur les marchés secondaires, il y a beaucoup d'autres enjeux, et ce ne sera pas cette interview-là, mais si tu veux, on en reparle de c'est quoi la vraie révolution de la tokenisation, les RWA et tout ça, et pourquoi aujourd'hui c'est impossible. Et donc, il y a, je crois qu'il y a 2 acteurs en Europe qui sont en train de tenter d'essayer de... Il y a Spayco que j'ai interviewé justement. Qui demande une SNR-DLT. Parce que sans ça, c'est pas vrai. Hein. Alors, il y a plein de mecs qui font de la tech et qui créent la tech. Tu vois, t'as des smart contracts qui sont faits pour héberger des securities, des machins, mais t'as personne qui a l'autorisation d'opérer un marché secondaire blockchain. Ouais. Et d'être. Alors, je crois qu'il y a Cryptown, non, qui est... Il y a Cryptown qui essaye d'avoir la SNR-DLT. Il y a aussi EuroSX qui essaye d'avoir la SNR-DLT. Bon courage à eux. Et s'ils l'ont, c'est formidable, parce que ça va vraiment être un premier exemple, une première tentative de décentraliser les titres, le marché des titres financiers. Ouais. Et d'ailleurs, ce dont tu parlais, en fait, c'est concrètement l'autorisation de pouvoir créer une bourse, en fait. Et voilà. Et l'enjeu, il est là. C'est qu'en fait, Cryptown et EuroSX sont en train de demander à être Euronext sur la blockchain. Exactement. Ouais. Ça changerait tout. Et donc, moi, je comprends aussi le régulateur qu'on a peur, parce que moi, tu me donnes une SNR-DLT, demain, je change le monde. Hein. On en est là. Hein, parce que, bientôt, peut-être. En fait, SNR-DLT égale cotation de ce que tu veux quand tu veux, sur un marché qui est du coup public. Et donc, le concept de il y a un marché privé, il y a un marché public, il n'existerait presque plus. Ouais, c'est ça. C'est que toutes les boîtes, toutes les startups pourraient être en fait cotées. Exactement. Il y aurait plus de... C'est révolutionnaire, en vrai. C'est révolutionnaire. Hein. Ça change le monde, et ça change... C'est quelque chose, un investissement plus peut-être démocratique, parce que n'importe qui peut lever de l'argent beaucoup plus facilement, et n'importe qui peut investir dans des startups sans passer que par des boîtes cotées qui sont inaccessibles, et c'est pas forcément les meilleurs. Une armée d'intermédiaires qui vont et une armée d'intermédiaires aussi. Et des choses comme ça. Donc ça, on est clairement dans les mêmes dynamiques. C'est l'enjeu en fait des acteurs régulés sur les titres financiers, mais c'est tout un autre dossier, donc on n'ira pas là-dedans aujourd'hui. Mais voilà, nous, pour l'instant, on se focus sur la distribution, et nous, on a voulu un système de distribution le plus simple possible sur des blockchains publiques en self-custody avec le moindre frais possible. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux entrepreneurs de lever le plus simplement possible, et on fait aussi un peu de conseils pour les accompagner sur voilà, t'as une idée, t'as une startup, vas-y, on va commencer par ça, puis après on fera ça, et après on fera ça, voilà. Mais en gros, de ton BSAR à ton IPO, on peut t'accompagner. Et que ce soit en equity, en token, en obligation, en NFT, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et nous, après, on maîtrise le cadre dans lequel tu pourras le faire. Parce que ce qui va changer, c'est est-ce que tu es privé, est-ce que tu es public. Si tu veux être public, quel type de démarche il faut que tu fasses. Tu vois, on est par exemple un des rares acteurs français à être capable d'héberger une ICO visée de l'AMF. Donc on a fait une en début d'année, et donc c'est un truc formidable. L'ICO visée, alors ça paraît bizarre en Web3 de se dire je vais faire réguler mon token, mais en fait ça va te donner 3 gros bénéfices qui ont que tu as le statut d'utility officiellement, ce qui n'est pas rien, en fait, aujourd'hui. Ça va te permettre de faire du marketing officiellement. Donc, tu sais, il n'y a pas longtemps la loi sur les influenceurs, qui a touché aussi les influenceurs crypto, et qui fait que aujourd'hui, les pauvres, ils ne peuvent plus faire de la promo de deal si ce n'est pas visé AMF. Il y en a eu 2 cette année. Donc, le marché doit être sec pour les gars. Courage, les amis. Et donc, voilà, nous, on veut démocratiser ça. Donc, on travaille avec plusieurs groupes, plus ou moins gros. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment ça évolue, ça. Des ICO visés. Et donc, l'autre intérêt, donc tu as le utility, tu as le marketing et la vente publique, et tu as aussi le fait que pour repasser en fiat, c'est ultra simple, parce que nous, on fait de la LCBFT. Donc, tu envoies, tu fais ta fiat ramp, tu envoies ça à ta banque, elle te dit d'où ça vient, elle nous appelle, nos services compliance, ils se discutent, on leur file des documents, c'est réglé, c'est fini. Et il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de problème. Donc, ça, on peut le distribuer aussi, mais si tu veux faire du NFT dans le privé, on peut le distribuer aussi. Vraiment, l'outil, on l'a créé pour qu'il soit simple, facile, pas prise de tête. Et donc, t'es pas obligé de créer un véhicule financier si t'en as pas envie. Voilà. Et vraiment, on s'adapte aux besoins de l'entrepreneur, ou du lever, ou du promoteur.
celui qui fait sa collecte. Ok. Et on lui fournit un outil le plus simple pour faire des levées massives auprès de plein d'investisseurs. Alors, j'ai une question. Alors, juste pour revenir, LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Tout à l'heure, on parlait du wallet. Tu n'as pas le droit de réunir tes fonds, sinon tu es considéré comme un investissement. Mais c'est-à-dire que là, dans votre solution, pour l'instant, donc moi, je suis un utilisateur, je passe par un fonds qui a été créé, entre guillemets, par Kamea Labs. Donc, c'est-à-dire que j'ai toujours mon wallet dont j'ai la propriété, où j'ai mis de l'argent dessus. Et après, donc, il y a un asset manager, entre guillemets, à qui on délègue ce pouvoir de pouvoir investir. Mais c'est-à-dire qu'il a ce pouvoir, en fait, de faire, par exemple, s'il y a 300 personnes dans mon cas, ça va faire 300 transactions où vous allez quand même ségréguer les fonds dans un wallet quand même. Ouais. Alors ça dépend complètement, encore une fois, de ce que tu es en train de faire. Sur le papier, non. Ouais. Si tu veux respecter la philosophie du truc, sur le papier, tu as 300 transactions. Ok. Si tu fais ça, tu es inattaquable, tu es tranquille. Oui, mais c'est pas possible. Tu vois, si tu veux acheter un NFT, par exemple, comment tu vas... Ça va dépendre. Ouais. Alors, si tu veux acheter un NFT fractionné, c'est un débat intéressant parce que fractionner un NFT, c'est créer un titre financier. Donc, ça pose plein de questions. Ouais. Donc, c'est vraiment pas le use case le plus simple de se dire on va acheter un NFT à 400. Okay. Même si c'est envisageable de le faire à travers un SPV et tout ça, machin, mais de le faire directement on-chain comme ça, je t'avoue que ça mériterait réflexion. C'est pas un des trucs qu'on a creusé le plus aujourd'hui. Oui, parce que les NFT, c'est pas le truc. Mais alors, si on prend notre pas en NFT... fait, non, si, je vais te répondre. C'est très simple. Tu vas émettre tes NFT fractionnés qui, eux, sont en fait des titres financiers et nous, on va t'accompagner pour te permettre de faire une distribution publique de ces titres financiers. Voilà. Okay. Il va être ça le modèle. Okay. Et voilà. Et si par exemple, à l'inverse, on va rentrer dans un deal et le minimum pour entrer dans le deal, c'est par exemple $100,000. Et donc, chaque individu ne met pas $100,000, mais la somme ferait plus de $100,000. Comment tu fais un wallet intermédiaire qui va... Là, c'est un des scénarios où tu peux avoir envie de créer un véhicule pour pouvoir réunir ces $100,000 sans que tu sois embêté par la régulation. Donc un SPV finalement. Exactement. Ouais. Et après, là, tu as différentes façons de créer ce SPV et c'est là où nous, on pense avoir des SPV qui sont les meilleurs qui existent. Parce que simple utilisation, genre simple à créer, simple à killer, après, ou à gérer. Ouais, le vrai enjeu du SPV, c'est la fiscalité. Ok. En gros, si tu es une SAS, tu es imposé sur l'impôt des sociétés, puis tu es imposé sur ta flat tax après. Donc tu as une vraie double imposition. Donc nous, on est plutôt sur des formats de SPV par société civile, où en gros tous les gens qui participent à l'opération sont actionnaires et sont dirigeants. Et donc là, ça fait que tous, ils sont imposés les gains qu'ils font sur la société sont imposés au titre de leur propre impôt sur le revenu. Donc tu payes l'impôt qu'une fois. Ok. Déjà, ça, c'est une première partie. Ouais. Et puis après, ça simplifie aussi toutes les dynamiques de gouvernance de fonctionner sur une société civile. Nous, on a créé des SPV SAS au début. Je peux dire que c'est un enfer. Ouais. 2 ans et demi après. Donc en plus, c'était des trucs, on avait investi sur... on avait réussi à le faire sur 2 projets d'ailleurs à l'époque, mais sur des projets blockchain sur lesquels on faisait de la validation. Tu vois, on avait pris un infrastructure deal où tu achètes des tokens en private sales, mais en échange, tu dois run des validateurs au moment où la blockchain elle va se lancer. D'accord. Et je sais plus exactement les détails, mais 2 ans après, il a fallu faire un truc. va aller récupérer les 50 gars qui ont investi, faut leur faire signer le truc. L'enfer. Voilà, exactement. Okay. Et donc, nous, on pense que c'est pas la bonne méthode. Quand il faut, on le fait parce qu'il n'y a pas le choix. Mais nous, on veut œuvrer à supprimer ça. Supprimer les véhicules parce que ça fait aucun sens et c'est pour ça que on travaille ce schéma de société civile sans compte bancaire où chacun a son propre wallet qui va permettre de créer les actifs de la boîte et voilà. Et le fantasme de ça, c'est de se dire dans ton scénario, chacun a son wallet, l'investissement, il est drivé par une seule entité juridique qui, elle, va rentrer en son nom, mais en faisant quand même 40 transactions. Sauf qu'au final, c'est qu'une seule transaction contractuelle. Et donc, pour ces histoires de tickets minimum ou choses comme ça, ça pourrait être utilisé comme ça. Après, en vrai, c'est une pratique du marché qui, à mon avis, va disparaître. Mais ça, on en reparlera. C'est un atavisme des principes de levée de fonds. Et on en revient toujours à la même question. Tu mets un ticket minimum, parce que comme ça, tu réduis le nombre de gens qui peuvent rentrer dans ton deal. Et tu réduis ta cap table et donc tes enjeux de gouvernance plus tard. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, ce que je t'ai décrit avec mon SPV à 2 ans, n'importe quelle boîte là, en fait,
Tu vois, c'est le pack d'actionnaires, c'est ces trucs-là. Ouais. Donc, on en revient toujours à des mêmes questions extrêmement bêtes et chiantes de gouvernance, de code du commerce et de choses comme ça. Et voilà, nous, on aimerait bien passer outre et donc développer d'autres infras basés sur des wallets en self-custody qui permettent de mener des opérations financières. Tu vois, un de mes fantasmes personnels, moi, je veux faire en sorte que dans un village de 5000 habitants ou même moins de 2000 habitants et même encore moins de 500 habitants, tu vois, quand le dépôt de pain il va fermer. Parce que c'est plus rentable de faire le dépôt de pain dans des conditions de commerce classiques, tu vois. Sauf que ton dépôt de pain, c'est le lieu de vie de tout le bordel, tu vois. Donc il n'y a plus ça, le truc va crever, c'est sûr. Et ben aujourd'hui, si tu veux que les gens, tu vois, tes 1000 villageois, ils mettent 500 balles chacun ou 200 balles chacun pour aller sauver le dépôt de pain et que ça devienne une espèce de grande collectivité parce que c'est le lieu de vie commun de tout le village. Aujourd'hui, c'est un enfer. Moi, je veux que demain, ça se fasse en 3 clics. Voilà. Je veux que le pouvoir de la liberté d'entreprendre redevienne la liberté d'autodétermination. Aujourd'hui, je trouve que dans notre société, la liberté d'entreprendre a complètement écrasé la liberté d'autodétermination. C'est vrai que l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est quand même beaucoup d'administratif, beaucoup de juridique et parfois un peu obsolète, qui pourrait être vraiment facilité. Complètement, totalement. Et surtout, je trouve que ce qu'on oublie dans le libéralisme économique, c'est qu'en fait, ça ne se préoccupe que des entrepreneurs. Et donc, les entrepreneurs se préoccupent que des accredited investors. Et donc, ça te crée une dynamique bizarre où l'avenir de notre monde, il est décidé dans les urnes, mais aussi sur le marché. Et toi, citoyen, tu n'as pas accès à ce marché-là. C'est clair. Donc, c'est-à-dire que si t'as pas 1 million, tu peux rentrer dans tel deal, alors surtout aux US où c'est encore beaucoup plus matraqué. Exactement. Mais alors pour venir, parce qu'on parle de wallet custodial, c'est-à-dire que j'imagine qu'avec votre outil, t'es pas obligé peut-être d'avoir un wallet, c'est-à-dire que tu peux faire un dépôt en oui, tout fiat. à fait. Le wallet, c'est la couche d'attraction d'un point de vue tech, mais c'est pas forcément ton wallet à toi. Et d'ailleurs, autre question. Alors, les deux en fait. Les deux, non, mais ça peut être les deux. Ouais. Et l'autre question, c'est, tu parlais de l'écosystème Polkadot. Kamea Labs, aujourd'hui, c'est sur Polkadot ou c'est sur d'autres écosystèmes? Non, nous, on est chain agnostique, on fait tout. On a des POC qui tournent sur Polkadot parce qu'en fait, elles sont extrêmement simples à manipuler et pas chères. Tout bêtement. Okay. On a des POC sur EVM qu'on fait moins tourner, qu'on fait tourner sur Sepolia. Sur quoi? Sur Sepolia, enfin sur les testnets, quoi. Ok, oui. Parce que voilà, dès que tu fais des trucs sur Ethereum, ça te coûte une fortune. Donc tu vois ça coûte. Oui. Parce que nous, en fait, les wallets sur EVM, c'est en fait des smart contracts évolués avec un codage plus ou moins avancé. Je vais pas non plus vendre du rêve, mais la granularité de ce que tu peux faire avec les assets est dans le smart contract. Elle est là, la complexité. C'est que du coup, soit tu te dis, en fait, ce wallet-là va donner ce contrôle à ce wallet-là, quel wallet de Kamea Labs qui est intégré dans notre système, et nous, on va autoriser quelqu'un à nous faire transmettre des ordres qu'on va appliquer à tous les wallets. Okay. Et la granularité de la gestion, elle est on-force off-chain. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et on aimerait émigrer vers un truc où toi, tes clients, tu peux aller vérifier on-chain, qu'est-ce que tu as autorisé à faire, mais la tech, elle n'est pas au point. C'est-à-dire que le faire aujourd'hui en EVM, ça coûterait une fortune par client. Beaucoup de signatures et il manque la couche peut-être d'account abstraction pour... Exactement, qui est en train d'arriver. Il y a des EIP super excitantes pour nous, Kamea Labs, qui sont en train de venir, ou directement, un peu comme tu as sur Polkadot, de base dans la chaîne, tu vas pouvoir dire cette adresse-là, elle a le droit de faire ça avec mon wallet. Donc ça, ce sera génial quand il y aura ça, et j'invite tous les prestataires de services en actifs numériques à regarder ça, parce que le futur, il est ici. Mais voilà, en attendant, c'est un peu compliqué, mais sinon, nous, on est vraiment écosystème agnostique. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Web3, il rentre dans la société civile. Si ça doit rentrer par Ethereum, par Starknet, par Solana, par Avax, par Polkadot ou autre, ou Cosmos, il n'y a aucun souci. Je te cache pas que si ça rentre par Solana, j'aurai les boules, mais c'est pas grave, écoute. Voilà. Moi, comme tu l'as dit, je suis dans Polkadot. J'ai conscience que Polkadot, c'est un truc un peu bizarre pour les gens du Web3, mais pour les vieux qui nous regardent. Polkadot, c'est la bêta max de la blockchain. Donc c'est la meilleure techno, mais personne s'en servira jamais. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais bon. Pas du tout. Non, mais bon, voilà, c'est... mais non, après, amour de la technologie qui parle. On est les défenseurs du Web3, et nous, on est les défenseurs de la décentralisation, tu vois. Et c'est aussi un des combats qu'on va vouloir mener quand on va grossir, parce que chaque chose en son temps. On est quand même 3 mecs en basket qui essayent de révolutionner la finance. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous avez levé
lever des fonds, vous en êtes où Oui, c'est vrai que j'ai pas fini tout à l'heure. Là, on est en train de finir un tour qui doit faire 1 million, 1,3 million en fonction de comment on se débrouille, qu'on a coupé en 2 sessions, une de 500 000 qui est terminée. Donc c'est notre précide, on doit être une valeur de 10 millions là. Et là, on est en train de finir de boucler 500 000, plus il va y avoir du non dilutif derrière, enchaîné là-dessus. On a fait une pause parce qu'on voulait que les gens ils lèvent avec notre outil, forcément, puisqu'on a un outil de levée de fonds. Yes. Et donc ça y est, c'est possible depuis 2 jours, voilà. Trop bien. Il s'avère que... donc là, vous êtes en levée de fonds, les gens peuvent investir dans votre... On est très concrètement dans notre Friend Family, là, où on a fait une petite place de 100 000 balles pour les Friends and Family. Okay. Et après, en fait, on a déjà 2 fonds qui veulent driver le tour d'après, qui veulent rentrer et pousser pour rentrer là. Et ben voilà, on est oversubscribed, comme toutes les levées de fonds. On va pas s'en plaindre. Là, pour le coup, c'est un peu vrai. Et donc, non, ça se passe bien et on prépare un prochain tour parce que nous, notre histoire, c'est que cette valo-là, elle date de avant qu'on ait l'enregistrement. Okay. Là où tout le monde se foutait de nous, on va pas se mentir, on a passé 1 an à pitcher un truc où vraiment les gens, ils nous disaient... Ouais, les gars, genre, en vrai, si ça n'existe pas, c'est qu'il y a une raison, quoi. Vous n'êtes pas les seuls à avoir cette idée-là, machin. Ce qui est peut-être le vrai, d'ailleurs. On va voir. Pour l'instant, oui, on en a trouvé. EuroSX, que j'ai nommé tout à l'heure, ils sont un peu dans la même philo que nous. D'accord. C'est de l'infra tech pour la finance, pour les securities, pour les actions, mais self-custodial, basé sur des infra on-chain et tout, des trucs hyper intéressants. Mais oui, tu vois, sur les PESAN, il y en a très très peu qui ont de l'activité on-chain. Ouais. Ça, pour moi, tu as tout dit sur l'état actuel du monde professionnel de la blockchain en France. Ouais. C'est que c'est des gens qui font du business off-chain. Ouais. Nous, c'est pas notre cas. Nous, on est on-chain, sinon ça sert à rien, d'après nous. Yes. Et donc, la valo qu'on a date de avant qu'on ait l'enregistrement. Dès qu'on a eu l'enregistrement, c'est rempli d'un coup parce que d'un coup, il y avait 0 risque. Ouais. Et donc là, on prépare tout de suite un tour parce qu'en fait, on est bien parti pour avoir l'agrément. Okay. Et faire partie, je sais pas, des 10-15 premiers à agréer en France. Et ce serait énorme pour nous parce qu'encore une fois, on est 3 mecs en basket. Bon, maintenant, on est 20 dans la boîte. Ouais. Hein. Et puis, on est des mecs en basket, mais avec des vrais cerveaux. mais voilà. Et donc là, on prépare un prochain round qu'on aimerait emmener à une valo de 20, peut-être même 30 millions, parce qu'on a une vraie bonne traction. Et puis après, c'est la lenteur du marché de la levée de fonds. C'est-à-dire que les boîtes viennent nous voir et disent « je veux lever demain », et puis 6 mois après, elles démarrent le tour, tu vois. Ouais. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. C'est comme ça. Mais nous, on est plutôt confiants, la machine est bien partie. Là, on a fait une première session à la Paris Blockchain Week et à... C'était Paris. Non, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, Token 2049 à Dubaï. Voilà. Et puis un autre plus petit event à Dubaï, quoi. C'est la première fois où on sort, voilà, avec André et Sébastien, en mode ça y est, on a un produit, les gars, on a envie de vous le vendre et tout. Et on est super impressionnés par l'attraction. Trop cool. Et d'ailleurs, il y a des produits, des boîtes qui commencent à utiliser Kamea. Ouais, on a fait une première opération en début d'année sur cette ICO visée. Ouais. Scénario improbable, c'est une société cotée au Nasdaq qui veut lancer son token et qui, après un benchmark mondial sur la réglementation, choisit la France. Incroyable. Je sais pas où t'es, Bruno Le Maire, mais il faut que tu écoutes cette histoire parce qu'elle est quand même incroyable. On bat les États-Unis sur la clarté réglementaire et la facilité d'entreprendre. Ouais. Donc oui, on en a travaillé d'autres avec des gens que je peux pas te dire parce que c'est tout ce que je peux dire, ce sont des groupes cotés. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui change aussi. Nous qui regardons ce marché-là depuis 3 ans, de la levée de fonds, des machins. Donc c'est un vrai quand même signal. Signal fort de voilà. Et puis on a une armée d'entrepreneurs qui attendent de pouvoir lancer ces deals chez nous. Peut-être une 15aine de petits projets. Donc ça va de la précide à 300 000 balles à des tours un peu plus ambitieux. Et puis on travaille aussi donc des co-développements. Donc ça va être plus pour la fin de l'année qu'on va sortir les produits, mais infra pour les club deals. Donc pouvoir, ce que je te décrivais, quoi, driver des deals simplement, facilement, basés sur des wallets. Trop cool. Et l'infra sur les fonds d'investissement. C'est-à-dire que là, on a 2 POC. On en a une où c'est purement de l'asset management. Donc là, tu as un asset manager identifié qui va contrôler une centaine de wallets, qui va les emmener en DeFi, je sais pas, sur Convex, sur des trucs comme ça, tu vois, il a ses stratégies, il y a des gens qui souscrivent, et hop, lui, c'est là où je te dis, ça ressemble à du copy trading, c'est-à-dire que tu fais comme c'est ce que lui il ferait, sauf qu'en fait, c'est lui qui passe la transaction pour toi, mais finalement, la dynamique est la même, tu as un pro du trading, et puis tu fais comme lui, pour faire simple. Et l'autre partie, mais c'est l'infra-technique est quasiment la même, c'est ça, mais adapté à l'investissement. Donc c'est private equity, ICO, des obligations. Et la dernière POC qu'on bosse, c'est distribution en direct de titres financiers.
donc directement des promoteurs qui, eux, font de l'émission de titres, qui ont le droit de faire ça. Et nous, on trouve les schémas pour qu'ils puissent distribuer ça au retail facilement. Mais ça, pareil, je pense qu'on est à plusieurs mois de faire une vraie POC parce que il y a du défrichage juridique, et technique, et puis chaque chose en son temps. Voilà, il faut dev des trucs, il y a des listes d'attente, tout ça. Bien sûr. Voilà. Yes. Mais très, très intéressant, et puis surtout soulagé et rassuré par la réception faite, que le Web3 a eu de notre solution. Moi, je suis un Web3 ethos de fou. La décentralisation, tout ça, les cypherpunks, vraiment, c'est ma cam. Et au fond de moi, en faisant de la LCBFT, je sais que je me pervertis. Si tu regardes les valeurs, laisse-nous faire ce qu'on veut avec nos assets et tout. Ça fait 20 ans que ça existe, la LCBFT, ça sert à rien. On le sait. Tout le monde le dit. De Alexandre Stachenko à Price ou Deloitte, ou tout le monde le dit. BlackRock, tout le monde le dit. Ça sert à rien. Ça nous coûte des milliards chaque année. Ça ralentit la finance. Ça fait pas qu'il y ait moins de trafic sur Terre. Donc ça sert à travailler vos forces de l'ordre. Travaillez pas les flux financiers. Mais bref. Et donc, tu vois, je sais que je me pervertis un peu. Donc j'avais peur, moi, de, tu vois, mes potes en Web3 qui me disent, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre de la LCBFT, de la régulation des machins? Et en fait, j'ai l'impression que le shift, il commence à avoir lieu. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de builders qui ont compris que sans régulation, tu n'as pas d'acceptation. Sans acceptation, tu n'as pas d'adoption. Et sans adoption, ça n'ira nulle part. Et donc, on se voit un peu comme des... c'est une mauvaise référence, mais la 5e colonne, tu vois. C'est-à-dire qu'on rentre en interne dans le système. On va être les meilleurs joueurs du système, tu vois, les plus sérieux pour pouvoir prouver que ça sert à rien. Voilà. Et si vous m'écoutez à l'AMF, s'il vous plaît, m'écoutez pas sur les 2 dernières secondes. Non, parce que, tu vois, et d'ailleurs, c'est intéressant, leur mission est pertinente. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les fonds et les connaissances et les compétences pour vraiment attaquer ce nouveau médium qu'est la blockchain, qui va tout changer et qui va tout écraser. Et donc, moi, en vrai, je les aime beaucoup à l'AMF parce qu'ils sont à l'écoute quand même. Alors, ils sont à l'écoute, les chargés de dossier sont formidables et ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est ça l'essentiel. Et mine de rien, la loi Pacte qui devient le standard de MiCA, les schémas pour les ICO et tout, on est un des seuls pays dans le monde à avoir ça. Yes. Et donc, il faut leur reconnaître ça quand même. Et après, de toute façon, pour conclure le débat sur la LCBFT, c'est quelque chose que les États-Unis nous imposent depuis le 11 septembre. Donc, c'est pas de la faute de l'AMF, c'est pas de la faute de la France, c'est pas de la faute de l'Europe. On n'a pas le choix, sinon t'es exclu du commerce mondial. Yes. Et voilà, et c'est comme ça, et c'est les règles du jeu. Soit tu vis en dehors de la société civile et tu crées des state nations ou des state networks. Tu sais, c'est la mode, ça, de dire il n'y a plus de pays. Ton pays, c'est ta blockchain. Et puis voilà. C'est beau. J'aime beaucoup l'idée, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Donc soit tu vas on se retrouve dans Decentraland, j'allais dire. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Decentraland ou à Sealand, là, tu sais, la plateforme pétrolière en Angleterre. Là. Bon, voilà, soit tu fais ça, soit tu dis, je vais essayer de la porter, machin et tout, puis je vais essayer d'être au contact du régulateur pour pouvoir l'éduquer, pour pouvoir parler avec lui, pour lui dire, écoute, tu vois, un de nos chevals de bataille, c'est d'essayer de faire en sorte que les protocoles soient pas régulés. Et de se dire, t'es assez grand pour construire ta transaction toi-même, t'as pas besoin d'un front-end ou quoi que ce soit pour aller interagir avec un protocole, vas-y, fais. Et on va pas alourdir le développement technologique et tout ça à intégrer de la régulation à l'échelle du protocole dans les smart contracts, ça n'a aucun sens. Pour 1000 raisons, ça n'a aucun sens. Et donc nous, ce qu'on veut être, c'est, on veut porter cette idée-là qui est que il faut réguler les facilitateurs d'accès. Parce que eux, ils ont un vrai rôle, une vraie responsabilité de pas emmener des gens dans des trucs débiles ou dangereux ou risqués, ou en tout cas d'être bien transparent sur les risques réels et les choses comme ça. Et donc voilà, nous, c'est comme ça qu'on rattrape notre ethos, en disant qu'on fait tout ça pour protéger un peu les protocoles et essayer de porter cette vision-là, qui est que, régule les intermédiaires, laisse le protocole tranquille. Si tu fais le parallèle avec Internet, TCP/IP, il ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait. Il voit des paquets, il voit de la donnée, il les envoie, et il n'y a rien qui régule ça. C'est ton navigateur qui te régule, c'est ton fournisseur d'accès qui te régule. Voilà. Nous, on va aller défendre ce message-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de la régulation, d'être en France dans l'une des pires régulations, ou des meilleures, en fait, ça dépend de ton point de vue. Et être régulé pour mieux changer le système. Ouais, c'est ça, et mieux s'adapter, et faire en sorte que les techno-blockchains viennent
améliorer, augmenter la vie de tout à chacun. Voilà, c'est ça. Quoi. Sinon, ça sert à rien. Merci beaucoup, Andrea. Merci à toi. Le mot de la fin, c'était trop cool. Je suis très content d'être venu. C'est un honneur de passer après les invités que tu as eu. Voilà. C'est mérité. Voilà, on reviendra pour parler du marché secondaire. Ouais, grave. Je pense qu'il y aura plein et de Polkadot et de. Aussi, ouais, je fais ça. Je fais de l'évangélisation de Polkadot pour ceux que ça intéresse. On en parlera prochaine interview. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao.